Installé. Pour démarrer cette nouvelle année, je vous ai mis sur vos tables un petit calepin qui vous permettra, avec un stylo gravé du cellier, qui vous permettra de prendre toutes les notes que vous le souhaitez pour l'année 2022. Voilà. Donc ceci dit, le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer et la séance est donc ouverte. Je vais demander au secrétaire de séance, Stéphanie, se désigne. Merci Stéphanie. Évite les tirages au sort et que trop de gens qui se battent pour être secrétaire de séance. Donc l'annonce des procurations, donc Madame Catherine de Rosamel a donné procuration à Stéphanie Herbet. Madame Alice Baudel a donné procuration à Philippe Tressard. Madame Van Kemenade Christelle a donné procuration à Virginie Postec. Madame Aurélie Valadier a donné procuration à Patrice Chapeau. Et Monsieur Gilles Arouette a donné procuration à Philippe Morel. Donc voilà pour les procurations. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour ce soir. Nous allons délibérer sur l'avenant numéro 2 à la convention d'adhésion au service de médecine et de prévention du centre de gestion de la Loire-Atlantique, la convention plan urbain partenarial rue des Gavards, PUP, donc la convention de concession des places de stationnement sur le parking de la halte ferroviaire rue des Mazères et fixation du montant de la redevance, la convention de concession de places de stationnement sur le parking chemin des Lagunes, la Paponnière et fixation du montant de la redevance. On aura le débat d'orientation budgétaire 2022 et une convention pour le concert du dimanche 27 février avec l'association culturelle Saint-Martin. Voilà pour le menu. Donc, on va commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 16 novembre. Comme vous l'avez dit, on n'avait pas pu le finir à temps, donc du 16 novembre. Donc vous avez eu connaissance du procès-verbal de cette séance. Est-ce que vous avez des remarques particulières à apporter à celui-ci? Donc, sinon, je vous propose d'approuver ce compte-rendu. Tout le monde est pour. Pas d'abstention. Bon, voilà. Donc, pour le deuxième approbation, c'est du procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2021. Vous avez eu connaissance du procès-verbal de cette séance. Avez-vous des remarques particulières à apporter à celui-ci? Voilà, je pense qu'il y avait eu une remarque sur, mais on vous avait sur table le complément, enfin, qui était sur il y avait juste aussi sur oui, c'est ça, les demandes de financement sur le parc de la Motte. Voilà. Pour le PV, là vous parlez du PV du 13 décembre, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc du 14 décembre, pardon. Il manquait donc un paragraphe sur la question orale concernant l'île Neuve. Ça avait été renvoyé par Anne-Claire. Donc, ok. Et on vous a pas donné la réponse? Si. Non, parce que comme d'accord. Okay, donc c'est celui-ci qu'on valide. Hein. Oui. D'accord. Ok. Bon, il n'y a pas de remarques contre. Donc je valide. Oui. Madame Postec s'abstient. Oui, mais c'est pas un vote, c'est une approbation. Mais je comprends. Ok. Donc sur les décisions prises par le maire, avez-vous des questions par rapport à ces décisions? Il y en avait deux. Vous les avez sur les choses. Donc il n'y a pas de questions sur ces décisions. Je continue. Donc sur les affaires générales, donc là c'est un avenant numéro 2 à la convention d'adhésion au service de médecine et de prévention du centre de gestion de la Loire-Atlantique. En fait, si vous voulez, le centre de gestion de la Loire-Atlantique nous a adressé en ce début d'année un nouvel avenant à la convention de médecine de prévention pour la prise en compte de deux éléments. La prolongation de la convention d'une durée d'1 an
avec comme nouvelle date d'échéance le 31 décembre 2022. La précision sur le rôle des infirmiers en santé au travail, dont le périmètre d'intervention a évolué avec le développement de la pluridisciplinarité en matière de santé du travail. Voilà, je vous propose un vote à main levée. Est-ce qu'il y avait des questions d'abord là-dessus? Je pense que c'est purement administratif. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette délibération prise à l'unanimité. Alors, sur... c'est la seule, là, sur la seule. Après, je laisse la parole à... Candidature à l'appel de manifestation d'intérêt, cœur de bourg, cœur de ville. Donc c'était pour vous dire qu'on avait reçu... Je n'ai pas de suite. Vas-y Michel. Lors d'un précédent conseil, on avait délibéré pour participer à les dossiers intérêt du cœur de bourg, cœur de ville, et juste pour vous informer que notre demande a été acceptée, et donc on pourra bénéficier de subventions ou de conseils par les services départementaux qui gèrent ces dossiers-là. Merci Michel, oui, c'est tout à fait ça, c'est pas besoin, mais notre demande a été acceptée. Voilà, et donc je vais continuer à laisser la parole à Michel sur le PUP rue des Gabas. Alors la première délibération qui concerne donc l'urbanisme ce soir, c'est une délibération portant sur un PUP. Donc le PUP, c'est un projet urbain partenarial et qu'on délibère pour une construction prévue sur la parcelle cadastrée AB numéro 66, située en secteur UH2 du plan local d'urbanisme, rue des Gavards à Vandelle. Cette parcelle se trouve dans un périmètre de projet urbain partenarial qui avait été délibéré le 20 janvier 2020, au sein duquel la réalisation d'équipements publics, extension de réseau d'eau potable a été rendue nécessaire. Alors, dans le cadre de cette délibération, en fait, on propose d'annexer la convention du PUP à une nouvelle construction qui va avoir lieu donc dans ce secteur. Et cette construction a besoin, bien sûr, de l'extension du réseau d'eau potable, dont la réalisation a été faite par la commune du Cellier. Donc, le pétitionnaire de ce nouveau permis de construire participera au PUP. Et finalement, le PUP ne coûtera rien à la commune, puisqu'il prendra en charge la dernière partie en fait, de ce PUP qui est de l'ordre de 2100 €, je crois, regardez dans les annexes. Voilà pour cette convention de PUP à délibérer ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose un vote à main levée pour approuver le projet de convention du PUP joint en annexe, autorisé à signer la dite convention PUP et l'ensemble des documents relatifs à cette affaire. À conclure, le cas échéant, des avenants pour tenir compte des modifications qui pourraient survenir, à exonérer de taxes d'aménagement l'ensemble des constructions qui seront érigées au sein du périmètre défini, et ce pour une période de 5 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On remercie de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. L'autre convention. Deuxième délibération qui concerne l'urbanisme, c'est une convention de stationnement rue des Mazères. En effet, il faut savoir que tous les porteurs de projets sont confrontés à des problèmes de stationnement, notamment dans le bourg et ses abords immédiats. Le plan local d'urbanisme impose en fait une place de stationnement par logement d'une surface de plancher égale ou inférieure à 80 m², 2 places de stationnement par logement d'une surface supérieure à 80 m², et enfin une place pour 3 logements pour toute opération supérieure à 5 logements. Aujourd'hui, donc, il y a un projet de construction, de rénovation plus exactement rue des Mazères. Le pétitionnaire ne dispose pas de place sur sa parcelle, donc on lui propose de bénéficier en fait d'une concession d'une place sur le parking de la gare, parking qui sera réalisé bien sûr par la Compa.
Cette proposition de concession d'une place de stationnement sera d'un loyer de 10 € par mois pour une durée de 10 ans. Cette concession pourra être renouvelée à l'échéance de ces 10 années. Donc la mise à disposition de l'emplacement de stationnement prend effet après la signature d'une convention de concession. Et vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 25 janvier 2022, je vous propose de délibérer sur cette place de stationnement rue des Mazères. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote, Monsieur Chapeau? Oui, alors ce qu'on disait aussi en commission, c'est que c'est pas la première fois que la commune loue des places de parking. Je crois que c'est le cas aussi. Il y a 3 places de parking qui sont louées au parking de l'ancienne mairie. Mais on n'a jamais facturé cette location à nos concitoyens. Ce qu'on disait, ce qui serait important, si on signe une convention, c'est qu'on aille au bout de la démarche et qu'on envoie la facturation des locations aux citoyens pour qu'ils payent ce qu'il aurait dû. Alors, pour revenir sur ce qui a été dit lors de cette commission, on ne peut demander la location de la place que quand les travaux sont achevés. Et il s'avère que les travaux, dans le cas précis que vous évoquez, ne sont pas encore achevés et les logements ne sont pas encore occupés. D'accord. Mais ce sera le cas, on n'oubliera pas d'envoyer la facture. Voilà. Donc, je vous propose un vote à main levée pour m'autoriser à signer la convention jointe à la présente délibération et mise à disposition d'une place de stationnement sur le parking de la ferroviaire rue des Mazères après validation par les services de la communauté de communes du pays d'Ancenis d'en fixer le montant de la concession d'une place de stationnement à 10 € par mois. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On remercie de cette délibération à l'unanimité des personnes présentes et représentées. Donc, je vais donner là maintenant la parole à Didier Picard. Ah non, toujours à Michel. Voilà. Une nouvelle délibération, en fait, concernant le même dispositif d'une convention de stationnement, mais qui a lieu cette fois-ci à la Babonnière. En effet, il y a un projet de rénovation à la Babonnière relativement important, qui nécessite, lui, 2 places de stationnement. Le pétitionnaire n'en dispose que d'une seule. Et donc, de même que pour la précédente délibération, il demande à ce que la commune lui concède une place de parking sur le domaine public. Et donc, cette place de parking sera effectivement d'un même montant de concession, c'est 10 € par mois, pour la même durée de 10 ans, et renouvelable au bout de cette 10e année. Donc, l'avis favorable de la Convention urbanisme a eu lieu, bien sûr, le 25 janvier 2022, lors de la dernière commission d'urbanisme. Et je vous propose de délibérer pour octroyer cette place à la Babonnière. Est-ce qu'il y a des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, donc je vous propose un vote à main levée pour m'autoriser à signer la convention jointe à la présente délibération de mise à disposition d'une place de stationnement sur le parking Chemin des Lagunes à la Babonnière, décider de fixer le montant de la concession d'une place de stationnement à 10 € par mois, comme l'autre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On remercie pour ce vote pris à l'unanimité des membres présents et représentés. Pour l'actualité commission, je vais te laisser encore la parole, d'abord urbanisme et ensuite travaux. Actualité de la commission urbanisme, la prochaine commission a lieu le 14 mars 2022 et verra vraisemblablement une délibération autour du lotissement du Prieuré. Merci Michel. Oui, bonsoir à tous. Peu d'actualité, si ce n'est la fin des travaux de la salle Prévert derrière vous, de couverture qui devrait se terminer fin de semaine, début de semaine prochaine. Et après, on attaque le local adolescent dans la foulée. Merci Didier. Maintenant, on va passer, je vais donner la parole pour un moment à Benoît Delaunay qui va nous faire donc, le rapport du DOB, débat d'orientation budgétaire 2022. À toi Benoît. Oui, donc bonsoir à tous. Donc ce débat d'orientation budgétaire qui est classique en ce début d'année, qui fait partie du parcours de la construction de notre budget 2022. Je vous rappelle qu'il sera au vote au conseil municipal du 29 mars 2022. Donc la fonction d'un débat d'orientation budgétaire,
Donc c'est cette première étape du cycle budgétaire annuel. Il permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité, d'informer les élus sur la situation financière de la commune. Il s'appuie sur un rapport qui doit préciser donc, des orientations budgétaires pour l'année à venir, sur les engagements pluriannuels envisagés et les choix en matière de gestion de la dette. Et ce débat d'orientation budgétaire est pris acte par une délibération spécifique. Donc l'année 2001, forte reprise économique, donc après l'année 2020 liée à la crise sanitaire et les confinements, qui a connu un fort recul du PIB. Les prévisions de croissance sur 2021 s'établissent à 6,7%. Je vous rappelle, le recul était de 8%. Donc on récupère en partie on retrouve le niveau PIB d'avant-crise. Donc vous avez affiché donc, la synthèse des projections. Donc c'était des projections qui étaient établies au 13 septembre 2021. Donc on voit le recul sur 2020 des moins 8%. En 2021, 6,3%. Et une projection sur 2022 de 3,7% de notre PIB. Sur les variations de prix à la consommation, donc sur 2020, 0,5, l'estimation sur 2021 était à 1,8, mais sera certainement, et même on en est sûr, et supérieur, on va s'approcher des 2,8 à 3%. Et la projection de l'État pour 2022 s'établit à 1,4%. Et la dernière ligne, c'est le taux de chômage, donc qui reste à peu près stable. Donc après, on a l'évolution, tu as dû passer une diapositive, voilà. L'évolution du PIB en France, donc vous voyez le décrochage sur 2020, donc un recul déjà dès le premier trimestre, un fort recul sur le second trimestre, et ce rebond au troisième trimestre, c'était l'été 2020, où la consommation est bien repartie. Et sur 2021, premier trimestre avec un léger recul, et une tendance sur les trimestres suivants à une reprise de cette évolution du PIB. Donc ce rebond est-il durable et notamment lié, c'est par rapport à l'inflation, à l'indice des prix. C'est sur la diapo suivante. Donc la forte demande après ce ralentissement fort de la production entraîne une reprise de l'inflation. Donc je vous dis à ce jour qu'estimée à 2,8% sur 2021. Ce mouvement pourrait perdurer en moindre ampleur sur 2022. Donc les estimations de l'État se sont basées sur 1,5%. Mais ces chiffres sont majorés sur certains secteurs, on va le voir après, notamment sur l'énergie et sur le BTP. Voilà, donc inflation structurelle ou inflation ponctuelle, l'avenir nous le dira. Donc je vous parlais, voilà, les prix des énergies. Donc vous avez l'évolution de l'énergie en chauffage depuis 2007. Donc la première ligne, c'est l'électricité, là en bleu. Donc une progression qui est continue. Vous avez en jaune le propane, donc pareil, qui a tendance à suivre l'électricité. Et après en rouge, vous avez le fuel. Donc une évolution un peu plus fluctuante. En vert, c'est le gaz naturel et tout la dernière ligne, c'est le bois granulé. Donc une attention particulière sur cette évolution des prix des énergies qui aura forcément un impact sur nos budgets. Une autre présentation, là, c'est concernant le secteur du bâtiment et travaux publics. Donc un peu plus en dents de scie, on retrouve
toutes les périodes de creux, c'est les changements de mandature, notamment les élections municipales. Les collectivités locales font travailler énormément le BTP. Donc on voit le temps de la mise en place des équipes, il y a une baisse, un ralentissement des investissements qui ont tendance à reprendre par la suite. Donc des finances publiques fortement et durablement dégradées, notamment liées à la crise sanitaire que l'on a connue fortement en 2020, qui a continué en 2021, qui continue toujours sur cette année 2022. Donc là, je vous ai présenté les déficits des administrations publiques. Donc vous avez les administrations de sécurité sociale, qui est en jaune, donc qui reste à peu près stable. Donc c'est présenté en pourcentage du PIB. Vous avez les administrations publiques centrales, qui est les couleurs bleues. Donc là, qui est fortement, on voit le creux, notamment en 2020, ce fort déficit lié à la crise. On retrouve la crise de 2008, avec une forte dégradation du PIB. Et également, si on remonte à plus loin, en 93, il y avait une bulle immobilière. Et vous avez présenté là en pointillé rouge, c'est les critères Maastricht. Donc là, on est carrément en dessous. Donc ces déficits ont un impact sur la dette des administrations publiques, que je vous présente. Donc en bleu, c'est les administrations publiques totales. Toute la partie jaune, c'est les administrations publiques centrales, donc c'est l'État. Donc vous voyez ce gros paquet qui continue d'augmenter. En vert, vous avez l'administration sécurité sociale, donc depuis plusieurs années qui a tendance à se maintenir en poids. Et tout en bas, les administrations publiques locales, donc ce sont nous, les collectivités locales, qui maintiennent leur dette, leur niveau de dette. De toute façon, c'est essentiellement lié à nos collectivités locales. On n'a pas le droit à des déficits, donc il n'y a pas d'emprunt pour financer ces déficits. L'explication est simple. Donc des collectivités locales qui conservent une bonne santé financière et qui relancent leurs investissements. Donc des investissements en hausse, soutenus notamment par leur capacité d'autofinancement. Et également, il faut le souligner, le soutien de l'État dans le cadre du plan de relance. Et on bénéficie encore de taux de crédit qui restent bas. Donc on peut lever de l'emprunt à pas trop cher. Donc sur le petit tableau, donc l'épargne nette, c'est la partie rouge en bas du tableau. Vous voyez, en 2014, notre épargne nette, c'était 30%. En 2021, on est à 36%. Elle a tendance à bien progresser. Les subventions, c'est la partie bleue. Donc on passe de 33 à 37%. Donc les soutiens forts de l'État, notamment. Et après, la partie emprunt, c'est la partie jaune, donc qui est maintenue entre 30 et 35% pour les collectivités locales. Donc malgré cette hausse des investissements, donc le volume et l'évolution de l'encours de la dette des collectivités reste raisonnable. Vous l'avez présenté sur ce tableau. Donc la partie bleue, c'est en milliards d'euros. Et la petite ligne rouge, c'est en pourcentage du PIB. Donc vous voyez, l'encours de la dette reste stable par rapport au PIB. Donc après les principaux impacts du projet de loi de finances sur 2022, il y a 3 points à lever. Donc on a la baisse des concours liés à la crise sanitaire au profit, il y avait des dotations de soutien à l'investissement local, donc qui sont stoppées pour 2022.
On a la stabilisation de la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui nous sont versées par l'État, donc les garanties, pour être stable sur 2022. Et il y a un renforcement de la péréquation sur notre dotation de solidarité rurale. C'est 95 milliards d'euros millions d'euros qui sont versés. Le cellier, par contre, on ne devrait pas en bénéficier. On a un potentiel fiscal assez fort, et c'est ce qui nous défavorise dans ces reversements. Donc, ce potentiel fiscal, il est lié au niveau de revenu de notre population, et du taux de fiscalité appliqué au sein de la commune. Et ensuite, donc, sur les impacts de ce projet de loi de finances 2022, on a la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Ces valeurs locatives, elles nous servent de base pour le calcul des impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières et taxes foncières sur le bâti et le non bâti. Donc c'est un calcul qui est fait chaque mois de novembre. C'est la variation sur un an qui est fait au mois de novembre de l'indice du prix de la consommation harmonisé. Donc il s'élève à 2,8%. Donc ce qui veut dire que les bases pour le calcul, donc essentiellement pour nous maintenant où on a la main, c'est notre taxe foncière. Donc les bases, elles vont être revalorisées de 2,8%. Je vous rappelle, on avait augmenté nos taux l'année dernière. On s'était posé la question 1 an, 2 ans ou sur 2 ans. Il valait mieux le faire sur une année. On l'aurait fait sur 2 ans. Il y avait en quelque sorte un peu la double peine pour les cédariens. Non seulement il y avait l'augmentation de la valeur en base, plus le taux, ça aurait cogné un peu fort sur la feuille d'impôt. Un petit point sur l'analyse de la dette. Je vous rappelle, on a 4 emprunts. Donc on a la Banque Postale qui avait été souscrite en 2014 pour 1 million d'euros, donc sur 15 ans. Donc la fin sera en 2029, donc sur le mandat suivant. On a toujours un emprunt à la Caisse des dépôts qui avait été souscrit en novembre 2014 pour 680 000 euros, qui est sur 25 ans, donc il se terminera en 2039. On a au Crédit Agricole un emprunt qu'on avait réaménagé d'ailleurs, donc on a 1,2 million sur 20 ans, qui se terminera en 2037. Et le réaménagement, c'était 1 177 000, qui se terminera en 2034. Donc notre dette au 31 décembre, donc c'est 2 910 765 euros. On est passé sous la barre des 3 millions, et ce qui représente 723 euros d'endettement par habitant. Et donc on est sur la source INSEE population 2019, on est à 4025 habitants. Non, c'est la population en 2022. L'estimation en 2022, on est à 4025 habitants. Donc voilà, et je vous rappelle, la moyenne de la strate est à 728. Donc cette année, on passe juste en dessous de la strate. Donc notre charge d'intérêt payée en 2021, c'est 61 984 euros. Et le capital que l'on rembourse chaque année, c'est 223 146 euros. Donc face à ça, nos orientations budgétaires. Donc tout d'abord sur la section de fonctionnement. Donc on a eu la réforme en 2021 sur la base de la taxe foncière des entreprises, qui nous ont présenté une certaine difficulté de lecture. Donc l'enjeu, un des premiers enjeux de la construction budgétaire est d'apprécier la stabilité et la durée de nos recettes fiscales. Cette réforme est pour les communes synonyme de raréfaction de ces leviers fiscaux. Comme en effet cette dernière ne pourra plus voter des taux de la taxe foncière sur le bâti et sur le non bâti, qui est beaucoup moins significatif, et cette nouvelle donne rend la préservation de la capacité d'autofinancement encore plus difficile.
Je vous rappelle, ces compensations d'exonération de la taxe foncière, c'était pour les entreprises en industrie. Donc l'État accordait des baisses des valeurs locatives. Il prend ça à sa charge, la compensation. Et sur 2021, c'est 169 000 euros pour la commune. Donc on perd en quelque sorte une certaine liberté sur notre pouvoir de recette, parce qu'on est davantage lié au reversement de l'État. Et je vous rappelle les diapos précédentes avec une dette d'État qui est importante. Donc un peu d'inquiétude, mais surtout de surveiller de très près. Donc sur la partie dépenses, donc le but, c'est toujours garder cette capacité d'autofinancement qui reste un objectif prioritaire. Donc ça passe par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui est plus que nécessaire au regard de notre politique ambitieuse sur les investissements à venir. Donc sur les chapitres 11 et chapitre 12, donc chapitre 11, ce sont nos charges à caractère général. Le chapitre 12, ce sont nos charges de personnel. Donc ces deux chapitres doivent faire l'objet d'une attention particulière des préparateurs du budget, et comme tous ceux qui concourent à son exécution et à son suivi. On va passer aux orientations budgétaires sur la section d'investissement. Donc tout d'abord sur la partie recettes. Outre le transfert de la section d'investissement, l'attention sera portée sur la recherche systématique de subventions, quelle que soit l'importance du projet. Donc il y a un groupe de travail qui a été monté au sein de nos équipes, s'est formé autour de cette question en 2021, et il va poursuivre sa mission sur 2022. Et sur nos dépenses d'investissement, donc nous avons des dépenses prioritaires liées à des investissements structurants. Donc vous les avez par ordre de priorité de temporalité. Donc je vous rappelle, on a le parc de la Motte, donc c'était environ 600 000 euros. La rénovation des écoles, donc on prévoit 1 million d'euros. Les interventions liées au projet du prieuré, c'est 250 000 euros. Salle de sport et vestiaire, 2,5 millions d'euros. Les aménagements du centre-bourg et ses abords immédiats, donc on a 1,8 million d'euros. Donc ces investissements vont se jalonner jusqu'à la fin du mandat. Donc en 2022 et sur les années suivantes, un effort de maîtrise supérieur est demandé sur les investissements dits courants. Comme évoqué antérieurement, donc la commune devra se montrer vigilante quant à la durabilité et la dynamique de ses recettes fiscales qui semblent s'annoncer. Les efforts demandés sur le fonctionnement sont raisonnables et tenables. Ils ont déjà été réalisés par le passé. Donc alliés à une revalorisation significative des bases, elles devraient permettre de maintenir nos taux actuels de taxes foncières sur le bâti et sur le non bâti. Je vous rappelle, les revalorisations des bases, au moins les 6 dernières années, on était à 1%, voire en dessous. Donc, un petit tableau de synthèse sur la section d'investissement. C'est une photographie de date du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, il faut savoir, les investissements sont souvent sur la durée, donc il faudrait qu'on ait réalisé tout au 31 décembre 2022, 2026, oui, tout à fait. Donc sur la partie dépenses, donc les projets que je vous ai cités, donc c'est 7 millions d'euros. On aura toujours nos investissements courants, donc une enveloppe de 700 000 euros. Que l'on a par année, donc x5, c'est les 3 750 000 euros. On a nos emprunts remboursés, donc sur cette période en capital, c'est 1 115 000.
Et on a un résultat de clôture, hein, que si on réalise tout, il faut laisser quand même des sous dans la caisse au 31 décembre 2026. Hein, donc on est estimé à 400 000 euros, ce qui permet de couvrir les dépenses au moins sur un trimestre. De toute façon, ce serait le minimum. Mais de toute façon, on voit bien depuis que je suis aux finances, on n'a jamais eu des résultats de clôture aussi bas. Hein, donc, total dépense 12 265 000. Pour ça, il faut des recettes. Hein, donc, sur nos recettes, on a nos résultats de clôture. Hein, donc, l'estimation à aujourd'hui, nos résultats de clôture de 2021. Hein, donc, c'est 1 760 516 euros. On aura l'autofinancement sur les 5 années à venir. Hein, donc, je vous dis, on table sur un autofinancement à 600 000 euros par an. Hein, donc 600 x 5, on retrouve nos 3 millions. Des cessions diverses, hein, pour 610 000 euros. Des subventions, hein, donc on est parti sur les 30% uniquement sur nos investissements dits structurants. Hein, donc on reste très prudent. Hein, donc ça représente 2 080 000 euros. On a le FCTVA, hein, donc sur nos investissements, on peut récupérer une partie de la TVA. Hein, donc sur les 7 millions, on a 1 548 000 de remboursement de TVA. Je finirai par l'emprunt qui est l'ajustement. Hein. L'autre ligne, ce sont les autres ressources d'investissement. Hein. Donc on touche la taxe d'aménagement sur notamment les nouvelles constructions. Hein. Donc en 2021, c'était 176 000 euros. Et donc si on se projette sur les 5 ans à venir, hein, donc ça représente 897 000 euros. Donc pour que nos dépenses soient égales à nos recettes, hein, c'est 12 265 000 euros, on a un emprunt, hein, qu'il faudrait souscrire de 2 369 484 euros, qui représente 22% de nos investissements. Hein. Ceux qui ont écouté les vœux, je parlais d'1,5 million euros d'emprunt. Hein, comme je table sur je pense sur ce montant, hein, comme on sait sur la durée des investissements, tout ne sera certainement pas réalisé sur 2026. On va quand même rester vigilant sur l'augmentation des taux. Hein, si les taux venaient à remonter, on irait peut-être chercher un peu plus d'emprunts, hein, pour garantir ces investissements futurs. Hein. Et puis parfois, il vaut peut-être même mieux lever 2 fois de l'emprunt pour permettre d'étaler la dette. Hein, je vous rappelle, lorsqu'on avait été élu, hein, la commune avait 0 endettement, il avait fallu lever 3 millions euros d'emprunt. C'est très dur à gérer après sur un budget, comme ça déséquilibre beaucoup l'équilibre budgétaire. Un petit point sur notre capacité d'emprunt. Hein, donc, il y a un calcul, hein, qui est préconisé par la trésorerie. Hein, donc, ça doit représenter au maximum 35% des recettes réelles de fonctionnement, moins le capital remboursé annuellement, multiplié par le nombre d'années sur la période. Hein, donc, vous voyez, on pourrait emprunter au maximum 6,4 millions. Hein, mais bon, ce ne sera pas notre objectif. Comme là, on toucherait la ligne rouge. Donc avec ces chiffres, hein, on a remis à jour donc le programme pluriannuel, hein, d'investissement. Hein, donc c'est aussi bien nos recettes et dépenses de gestion qui nous permettent d'avoir une épargne nette pour financer nos investissements. Hein, donc vous avez la présentation entre 2020 et 2026 pour arriver, vous voyez, à un résultat de clôture au pire à 400 000 euros en 2026. Oui. Voilà. Merci Benoît pour tous ces projets pour notre commune, dans ce débat avant de passer la prochaine fois au budget. Je voulais savoir s'il y avait sur ce débat d'orientation budgétaire des questions. Oui. Monsieur Gann. Oui, bonsoir.
J'avais plusieurs questions. La première, c'est comment allez-vous maîtriser les dépenses de fonctionnement? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'embauche au niveau du personnel communal? De toute façon, il faudrait qu'il y ait je dirais du travail à leur donner, hein, déjà s'il y a besoin. Donc pour l'instant, l'équipement en personnel est, je dirais, suffisant. Hein, donc après, s'il y avait des choses, voilà, s'il y avait besoin d'une évolution, pourquoi pas. Hein. On remplace en fait Aujourd'hui, ça tourne avec l'effectif qu'il y a et effectivement, il n'y a pas de nécessaire d'autres emplois. On remplace aussi les emplois qui sont vacants aujourd'hui. Et on voit bien depuis plusieurs années avec les communautés de communes, hein, qui récupèrent davantage de compétences, on est plus en baisse d'effectifs. Hein. Vous parlez de recherche systématique de subventions. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas? Bon, ça a toujours été le cas. Si vous regardez les budgets et les comptes administratifs des années précédentes, on a toujours eu des subventions. Je vous rappelle, pour l'agrandissement des écoles maternelles et du restaurant scolaire, on a pratiquement touché 40% de subventions. Ouais, mais pourquoi vous le mettez alors? À mon avis, vous n'avez pas été chercher toutes les subventions que vous auriez pu sur divers projets qu'on a eus depuis le début du mandat. Là, c'est votre avis. Ah, ben, vous voyez, de toute façon, dans notre plan de financement, il est prévu d'aller les chercher. Oui, maintenant, vous vous intéressez à ça parce que vous n'avez plus assez d'argent pour pouvoir investir, mais avant, vous n'avez pas fait systématiquement et c'est bien dommage. Alors, je regrette... On n'a plus d'argent pour investir. Excusez-moi, vous n'avez pas écouté, alors? Merci. Si, j'ai écouté, mais vous avez besoin de plus d'argent. On a vu dernièrement que vous abandonniez des projets, donc voilà, vous devez faire un choix, ce qui n'était pas le cas dans ce que vous avez promis au départ. Alors, je vais vous dire, monsieur Gagne, il y a toujours, et au Conseil, il y a toujours un problème de choix. Des dépenses, on peut en faire, après, il y a des choix à faire, effectivement. Aujourd'hui, même quand on est arrivé en 2014, on était recherché des subventions. Je crois que j'étais avec vous, monsieur Alain, on est allé à la DRAC pour chercher aussi des subventions pour une médiathèque que je n'avais pas spécialement eu envie de faire construire. On est quand même allé chercher des subventions après coup de la municipalité précédente. Donc, depuis mon mandat, on est toujours allé chercher au maximum. Alors, il faut savoir aussi, et que c'était aussi la question, quand on était en dessous des, comment dirais-je, au niveau des impôts, en dessous, on n'était pas, quand on allait à la Compa, si je prends le mandat de mon prédécesseur, pendant ce mandat-là, on a pratiquement, moi je l'ai vérifié, pas eu de subvention de la Compa sur cette période-là. Je dois rappeler que là aussi, cette fois-ci, on a eu des fonds de concours aussi pour les bâtiments d'école élémentaire, pour refaire l'isolation, le changement des fenêtres, et les toitures, voilà, pour la réfection des toitures. Voilà. Non, je pense que là, c'est un mauvais débat. On a toujours été chercher des subventions. Je crois que c'est un travail important. Or, c'est vrai que vous nous l'avez reproché, on n'avait pas été chercher des subventions pour le chemin de Clermont. C'est vrai, parce qu'on était dans une période où on avait des disponibilités pour le faire, et on l'a fait un peu dans l'urgence, parce que ça nous était réclamé depuis longtemps. Mais autrement, sur les gros chantiers, on va toujours chercher, et la preuve, c'est qu'on a d'ailleurs remis Shams, qui est un juriste, sur la recherche des subventions. Juste une question justement par rapport à ce groupe de travail là des subventions. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des personnes qui travaillent justement à chercher les subventions? Eh bien, alors on travaille avec Monsieur Shams qui le fait, et puis avec Stéphanie Martin aussi qui travaille en collaboration, c'est ça, Christophe, et aussi avec
Des fois aussi les associations, quand c'est des bâtiments qui les concernent, et auprès de leur fédération, par exemple, pour récupérer aussi des subventions. Pardon, je n'ai pas compris. Donc il y a deux agents de la municipalité, et après, dans les conseillers, dans les adjoints, il y a du monde qui fait partie de ce groupe de travail? Non, aujourd'hui, il y a aussi le directeur général des services, Christophe Alain, qui s'en occupe, mais pour les subventions, c'est à la demande. Il y a également Lucie, le service, je dirais le service finance, hein, et moi j'ai participé également à des réunions, hein, mais après il faut savoir c'est des dossiers très techniques, hein, donc je pense que les agents sont mieux à même de pouvoir y répondre. Merci. Et moi-même, je pousse à ça, et aussi je suis informé par les services pour agir quand il y a besoin d'agir, ou de faire des courriers nécessaires à ces demandes. Monsieur Chapeau. Merci, bonsoir à tous. Merci. Alors moi, j'ai comparé, ce qui est intéressant dans le DOP, c'est de comparer par rapport à l'année dernière. Donc, j'ai retrouvé les chiffres de l'année dernière au niveau des principaux projets d'investissement. Et vous nous avez présenté à l'époque une somme de 4 millions d'euros, dont 1,3 million pour les équipements sportifs. Là, dans le DOP que vous nous présentez ce soir, on a des chiffres, on arrive à presque 12 millions d'euros, avec un équipement sportif, une salle de sport à 2,5 millions, et on se rend compte que c'est qu'une seule salle de sport, alors que dans des chiffres précédents, en octobre 2021, vous nous parliez d'une salle de sport et d'un terrain de foot. Donc là, on voit, et c'est ça qui est assez malaisé à comprendre, les chiffres c'est très complexe, on peut les interpréter dans tous les sens, on voit bien la complexité. Néanmoins, on a besoin quand même d'une lecture qui soit à peu près cohérente. Et comment on peut passer de sommes, comment il peut-y avoir de telles différences? 4 millions d'euros, 12 millions d'euros, des salles, des équipements à 1,3 million et 2,5 millions, avec une salle, un terrain de foot, plus qu'une salle. Ça, j'avoue que ça m'apparaît compliqué, parce que, à mon sens, les deniers publics sont au service des citoyens, et on leur doit une certaine lisibilité, une certaine, on doit être crédible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est autant de variations, et qu'est-ce qui fait que le terrain de foot, qui était l'une de vos promesses électorales, disparaît des projets structurants du mandat qui nous concerne? Oui, Merci. Je vais vous dire, il faut savoir aussi que pendant le temps d'un mandat, on avait employé un programmiste, merci, je cherche toujours ce mot, un programmiste qui a vu l'ensemble des sportifs, des associations en général, sur l'usage effectivement des salles, de leurs besoins et tout ça. Donc il a vu, sans élu d'ailleurs, pour avoir la parole belle, il a vu toutes ces associations. Et donc, au vu de cette étude qui était faite, c'est vrai qu'au départ, on devait déménager le terrain de foot vers les journaux, mais comme vous le savez, et vous avez su nous le dire, avec les zones humides, le prieuré qui était prévu pour 200 maisons, et on comptait effectivement sur cet argent-là pour rééquiper un autre terrain, se fait pas. De par ce fait aussi, le programmiste nous a donné son verdict, et par rapport à ce verdict, il a été choisi effectivement de faire ce qui était le plus urgent d'abord, et c'est bien ce que j'ai dit dans les vœux, que c'était la priorité, il y avait plusieurs priorités. Mais vous faites allusion au courrier aussi que le club de foot a envoyé à l'ensemble des élus, avec son conseil d'administration, et en fait, on les a reçus vendredi dernier, on a de bonnes relations avec eux, mais il y a eu une incompréhension, parce que dans les 2,5 millions dont vous faites allusion, il y avait les vestiaires du foot. Donc, il y avait auprès de 700 000 € qui sont reversés. Alors, c'est pas détaillé, mais ça a été ce qui est ressorti du programme. C'était un besoin de créneaux importants pour
pour ça, puisqu'il y a le tennis, le badminton et le basket qui représente à peu près plus de 350 adhérents qui se montent sur les pieds. Et donc c'est ce besoin qui est ressorti en premier d'une salle. Et pour le football, ils n'ont pas été oubliés, puisque on a envisagé donc de refaire des vestiaires. Des vestiaires avec salle de réunion haute, pour un montant de près de 700 000. Donc après avoir vu le foot, on leur a dit, voilà, il n'y a pas de problème, c'est en projet, c'est dans le DOM, on peut vous faire un terrain synthétique à la place des vestiaires. Ils sont repartis pour une réunion qui devait avoir lieu, je crois, hier au soir, conseil d'administration, pour nous dire si effectivement ils maintenaient la ligne qu'on avait fait, c'est-à-dire aussi cette salle pouvait aussi servir, donc vestiaire, et cette salle pouvait servir aussi de futsal, pouvait servir aussi à tous les jeux de handball. Et donc, on leur a proposé donc cette possibilité. Ils doivent revenir vers nous pour nous en parler. Mais voilà, c'est peut-être parce que c'est pas assez détaillé, mais voilà ce que la programmation nous a amené. C'est pour ça aussi que les projets, comme je vous l'ai dit, fonction de ce qui se passe, ça évolue et ça change. Alors, je peux réagir à ce que vous voulez dire. Alors, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que donc, effectivement, il y a eu un programmiste qui a rencontré nos associations sportives en particulier. Ça aurait été intéressant que ce travail de programmiste il puisse revenir dans la commission, qu'on puisse voir un peu ce qui a été travaillé, puisque derrière, ça déclenche des investissements majeurs pour le mandat. Vous venez de le dire, M. Delaunay. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout, des équipements aussi importants qu'une salle de sport, 2,5 millions. On sait qu'il y a plusieurs scénarios, toujours. C'est toujours comme ça. Hein, les conseillers et les programmistes font toujours des projets qui font rêver. Après, notre rôle d'élu, c'est bien justement... Alors, certes, c'est vous qui êtes majoritaire, c'est vous qui allez décider. Mais même nous, si on est conseiller de la minorité, c'est important qu'on puisse en débattre en amont. Parce que, vous voyez, là derrière, j'ai l'impression que ça fait un peu rétropédalage, excusez-moi du terme, mais le sentiment que j'ai, c'est que dans les vœux, tout le monde a compris que ce qui ressortait, c'était ça, la salle de sport, que vous avez décidé quand même de privilégier ça, et tout d'un coup, les footeux, eux, se rendent compte que leur terrain est plus dans les programmes, et ils réagissent, vous les rencontrez, et là, vous nous annoncez au conseil municipal, c'est quand même du rétropédalage, qu'on puisse choisir entre des vestiaires, ça m'apparaît un peu, quand même, un peu bancal, hein, puisque une salle de sport, les vestiaires, après, voilà, c'est dans le projet. Monsieur, pas sûr que... on n'a jamais dit qu'on avait enterré le terrain synthétique comme il laissait penser. C'est que suite à la réunion, et suite aux vœux, comme on a parlé d'une priorisation de moyens pour faire ce qu'on faisait, que effectivement il y avait quand même 700 000 pour le foot. Donc il n'y a pas de souci de là. Et quand on en a parlé très courtoisement vendredi dernier, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est même très bien passé. Je ne sais pas si Sophie, tu veux rajouter quelque chose, ou Michel. Moi, je veux revenir sur le travail du programmiste parce que, effectivement, le programmiste a reçu les associations. Après, je pense que personne autour de cette table peut nier qu'il y a eu le Covid qui est passé. On a perdu un temps vraiment précieux pour ce travail-là. Le programmiste est revenu vers nous vraiment très longtemps après. Enfin, je ne lui reproche pas, hein, vraiment, c'est des circonstances qui ont voulu ça. Ils nous ont proposé effectivement plusieurs scénarios. Il a fallu faire des choix à un moment. Et puis on a eu du mal. Enfin, moi, je pense qu'on a eu du mal à se faire comprendre sur vraiment le budget qu'on avait. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Philippe, mais le programmiste, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on n'était pas en phase budgétairement avec ce qu'il nous proposait, donc c'était juste pas possible. C'est peut-être pour ça que ça nous paraît lointain, et peut-être que vous avez l'impression qu'on a peut-être mis un peu le truc de côté, mais vraiment on l'a vu plusieurs fois, on a eu plusieurs scénarios proposés, et voilà, là on est arrivé, je pense, à ce qui est réalisable pour nous.
En fait, le problème de la scénarii première, je l'ai expliqué en préambule, c'est-à-dire que si on avait eu le prix du foncier du terrain de football pour faire le prieuré, ce foncier-là, c'était un rapport qui ramenait un déménagement de l'équipement sportif aux journaux et avec évidemment d'autres budgets. Or là, le fait que ça ne puisse se faire, il a fallu baisser la voilure et c'est ce qu'on a fait. Monsieur. Ouais. Vous ne trouvez pas quand même que ça manque de concertation avec les associations sportives dans ce cas-là il aurait fallu un retour avant que vous preniez la décision par rapport à l'étude du programmiste pour voir les tenants, les aboutissants et en parler avec les associations. Monsieur Gann, on a été élu démocratiquement pour représenter tous les gens de la commune du Cellier. On en a tenu compte aussi quand on fait des choses, on a aussi des comités de pilotage. On a été élu pour tenir la barre et on tient la barre, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Mais on est là pour agir par rapport au programme aussi qu'on s'est défini. On n'a pas toujours les mêmes visions, mais nous, on avance, voilà. Vous avez eu 809 voix sur 3048 inscrits, ce qui représente 26,54% des inscrits. Je m'attendais à la question, donc c'est pour ça que je me suis penché sur les chiffres. Donc vous représentez un quart des inscrits du CELI. Monsieur, tout le monde avait la possibilité de voter. Ils ont voté en pourcentage pour vous comme pour nous. Bon, je crois que là, on s'écarte un peu du dogme. Hein, c'est pas le but. Le but, on a été élu. Vous ne l'avez pas été. Voilà, c'est tout. Vous le serez peut-être la prochaine fois. Oui, bonsoir. Alors, vous dites nous et vous dites on. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans une commission, en fait, il n'y a pas que les représentants de la minorité. Et en commission, on n'a pas non plus été avertis d'un certain nombre de choses. Il faut aller en réunion des associations pour apprendre qu'il y a une nouvelle salle qui est créée. Donc, on l'apprend. Et là, il n'y a pas seulement les membres de la minorité qui l'ont appris. Il faut lire une lettre ouverte d'un président, enfin d'un conseil d'administration d'une association pour découvrir qu'il y a des changements quand même assez importants. Donc nous, c'est nous, hein. C'est pas simplement 4 ou 5 personnes qui doivent décider. D'ailleurs, on lit dans cette lettre que les élus ont informé les membres de l'association. Qui sont ces élus? On ne sait pas. Il y a des groupes de travail, on ne sait pas. Pour le programmiste, plusieurs membres de la commission association ont demandé, de la minorité comme de la majorité, à faire partie de ce groupe de travail, à pouvoir y participer, à pouvoir y assister. Ça a toujours été refusé. On a demandé d'avoir les CR des réunions. Ça a toujours été refusé. On n'a eu aucune nouvelle de cette étude. Rien. On ne sait rien. Parce que quand il y a des études, il y a les copiles, et ces copiles, ils sont privés, ils sont choisis, effectivement, comme pour d'autres. Et quand on arrive au bout du traitement, on informe. Voilà. Et vous avez raison. On n'informe pas tout le monde, tout le temps, sur les projets en cours. La preuve, c'est que bon, c'est pareil. Vous voyez bien que les choses changent. Quand on était aux journaux, pour avoir le prieuré, en fait, vous parlez des zones humides, on pouvait le savoir avant. Eh bien non, on ne peut pas le savoir avant parce que la loi qui nous a coupé l'arbre sous le pied, elle est sortie le 28 août, où on disait qu'en plus de la faune, de la flore, il fallait s'occuper de la faune aussi. Ah, Michel, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que oui, avant, il y a toujours 2 critères pour caractériser une zone humide. Avant, il fallait que les 2 critères soient positifs pour être déclaré zone humide, ce qui n'était pas notre cas. Et il suffisait, maintenant il suffit qu'un seul des critères soit positif pour être déclaré zone humide. Et on avait malheureusement un critère positif, ce qui nous a pénalisé dans notre projet du prieuré, puisque l'entièreté du projet a été déclarée zone humide. Moi, je vais juste revenir du coup sur le programmiste. Est-ce que demandez la parole quand vous la prenez. Excusez-moi. Est-ce que les membres du Conseil, minorité, majorité, les membres du Conseil pourront consulter cette étude
Et quand est-ce qu'elle sera consultable? De quelle étude parlez-vous? L'étude faite par le programmiste ou les Les retours du résultats, on donne programmiste? les résultats du programme et les choix que fait la municipalité. Et le document? Il n'y a pas de document à vous fournir. Je m'arrête. Monsieur Alain. Votre document de travail, si vous voulez. Monsieur Gall. Est-ce qu'on peut avoir de nouveau les chiffres du coût des projets? Parce qu'ils n'apparaissent pas dans le DOB, vous l'avez dit à l'oral tout à l'heure. Ils apparaissaient dans le DOB de l'année dernière, donc c'est dommage qu'ils n'apparaissent pas cette fois-ci pour que l'ensemble de la population puisse en prendre connaissance. Il faut savoir, c'est des projets, donc ce sont des chiffres qui sont également évolutifs. Donc sur cette enveloppe de 7 millions, donc aujourd'hui, je vous dis, il y a 2,5 millions pour le sport, donc c'est aussi bien la salle de sport pour 1,5 million, 700 000 € pour les vestiaires, et il y a 100 000 € pour éventuellement des tribunes. Le parc de la mode, 600 000 €. Pour le prieuré, 250 000 €. La circulation dans le bourg, 850 000 €. Les programmes voirie, 700 000 €. La rénovation des écoles élémentaires, 850 000 €. Et le centre-bourg, 1,5 million. Et je vous dis, après, il y aura des vases communicants en fonction de l'évolution des projets et de la priorisation que l'on donnera. Puis également l'évolution dans le temps, comme voilà, chaque année on récupère toujours de l'autofinancement. Oui, on va en terminer là. Encore une question après, si vous voulez, Monsieur Chapeau, mais je voudrais vous dire que DOB, ça veut dire débat d'orientation budgétaire, et que, effectivement, comme l'a dit Benoît Delaunay, après, ça peut être un peu les vases communicants, en fonction aussi des besoins, et on fait d'ailleurs des délibérations pour passer d'un chapitre à un autre quand on a besoin pour nos réalisations. Il faut bien comprendre, ce ne sont pas des devis qui sont signés. Voilà, on est sur de la projection, on est sur des estimations. Non mais... Monsieur Chapeau. Alors, je voulais juste rebondir sur deux points. Tout d'abord, par rapport à l'autonomie, effectivement, on a eu le débat est venu à la commission finances. Effectivement, alors, ce que disait M. Alain, c'est que les décrets sont sortis pendant l'été 2020, certes. Mais néanmoins, pendant la campagne électorale, on était plusieurs à être au courant que les règles avaient changé et qu'il y avait un fort risque pour le priori. Voilà, il y avait des risques importants que cette zone soit retoquée. Alors, attendez, ça c'est un premier élément, mais on va pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Dans ce que vous avez aussi présenté, dans le DOB, il y a des graphiques sur le contexte un peu général en France, et même au niveau mondial, et on voyait aussi, il y a un graphique intéressant, c'est les courbes sur l'augmentation du coût de l'énergie, par exemple. Ça, il faut aussi quand même qu'on regarde ces grands enjeux, parce que dans la rénovation des écoles, et on a vu ça aussi dans la commission travaux, on refait notre école, on refait les toitures, on refait donc la couverture, et il y a aussi la question des performances énergétiques de nos bâtiments, et on a vu, alors là, est-ce que ces questions-là, M. Picard, que vous nous avez présentées, est-ce que c'est intégré dans le DOB? C'est-à-dire dans les 850 000 € pour les écoles, il y a aussi de l'argent pour rénover nos bâtiments et les performances énergétiques. Il y a aussi la question d'une chaudière, de mes chaudières, avec... On a eu des présentations, c'est ça qui est aussi intéressant, vous voyez. C'est pour ça qu'on parle de détails. On ne peut pas rester que dans les chiffres, parce que les chiffres, tout le monde s'en ennuie. Non, mais il faut les traduire. Les détails, excuse-moi Olivier, mais les détails, vous les aurez dans le budget. Aujourd'hui, on est sur un débat d'orientation budgétaire. Mais je vais laisser répondre quand même Didier, parce que vous avez raison, sur les écoles, on a prévu aussi des choses. Il faut... Ouais. Pour l'école, tout est prévu, c'est une enveloppe globale qui a été prévue. Le programmiste a reçu pour mission la toiture, l'isolation, le chauffage, les menuiseries,
et l'électricité éventuellement. Mais donc tout est budgété, tout est dans cette enveloppe. Mais cette enveloppe pourra évoluer si on prend une chaudière biomasse qui coûtera un peu plus cher, si on met un peu plus de panneaux photovoltaïques comme on a prévu de le faire, etc. Donc c'est une enveloppe globale qui risque d'évoluer, ou pas, mais qui risque d'évoluer effectivement. Justement, et ça c'est déjà un peu important. Et ça serait important qu'on puisse aussi en débattre avec vous, monsieur le maire, parce que si légalement, c'est vous qui êtes en droit de choisir le matériel que vous souhaitez. Mais vu les enjeux, ce serait important que la commission puisse se prononcer sur quel système convient le mieux à la commune, pour qu'on ait quand même quelque chose qui soit en phase avec la période qu'on vit quand même. Oui, mais je partage votre avis là-dessus. Il y a des commissions et des travaux et autres pour prévoir ces choses-là. Et qu'effectivement, la note énergétique, aujourd'hui, on a intérêt à la faire baisser, puisqu'on sait qu'effectivement, dans l'esprit, c'est de diminuer, c'est de récupérer cette électricité pour nos besoins propres, parce que quand on prend de l'électricité pour des besoins autres, c'est-à-dire si on le revend à l'EDF, ça ne rapporte rien, alors que si nous, on évolue dans ce sens-là, on se fournira notre propre électricité, et les mois où, par exemple d'été, où on en a moins besoin, on pourra la rétrocéder en partie à EDF, mais c'est évidemment, c'est des choses dans lesquelles on pense, mais je pense, Didier, que pour lire les rapports des commissions de travaux, ces choses-là sont discutées aussi en commission. Oui, bien sûr, sur la commission travaux, j'avais convoqué le CIDELA qui est venu nous présenter donc un chauffage qu'on pourrait mettre dans l'école, chaudière biomasse. On a parlé de photovoltaïque. Après, moi, je mets tout à plat. Donc, la commission travaux a été informée de tout ça. Maintenant, les choix viendront avec la budgétisation et avec la maîtrise d'œuvre et le programmiste pour qu'on puisse faire un arbitrage budgétaire, bien sûr. Voilà. Une dernière question. Oui, j'ai une dernière question sur tout à l'heure, il y avait un tableau et il y avait marqué sessions diverses, 610 000 euros. Je voulais savoir qu'est-ce qui leur retournait. Là, on a toujours le terrain qui n'est pas vendu, de l'antenne à Orange, et après, la mairie détient des biens. Donc, il y a éventuellement la maison médicale, mais il n'y a aucune décision qui est prise aujourd'hui. Voilà. Puis après, on a des terrains ailleurs qui peuvent éventuellement être vendus. Et si ce n'est pas ces terrains qui seront vendus, on jouera sur l'emprunt. Et puis, je vous dis, on aura certainement, je pense, sur notre autofinancement, je suis extrêmement prudent, et je vous dis, on aura plus. Oui. Parce que sur la maison médicale, on a déjà porté le sujet devant le conseil, et on a certains de nos commerçants qui sont en attente par rapport à ça. Et ce serait bien qu'on progresse aussi sur ce sujet, et je pense qu'il y a une attente, et ce serait il faudra envisager. Nous, on a déjà fait part de l'intérêt de garder des biens fonciers dans le giron de la commune pour pouvoir mettre à disposition des commerçants. On est contre la vente de la maison médicale. D'accord, mais je le redis. Ok, c'est entendu. Concernant la maison médicale, on a plusieurs hypothèses. Aucune n'est arrêtée au moment où je vous parle, même si effectivement on peut envisager de la vendre, et que aussi on n'a pas, une commune, elle n'a pas forcément vocation à garder des biens, et dans des hypothèses aussi de la maison médicale, on peut aussi, pour répondre à votre question vis-à-vis des commerçants, trouver aussi un investisseur qui sera intéressé de la reprendre pour la louer à d'autres corps de métier. Voilà, mais j'irai pas plus loin. Aujourd'hui, je vous dis, rien est décidé. Donc, on va passer
à la suite de l'intervention de Benoît Dolay, je vous propose un vote à main levée pour prendre acte. C'est une prise d'acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2022. Oui. Oui, alors, je vais arrêter le conseil 5 minutes à la demande de l'opposition. Bon, si vous... Voilà, on va reprendre la question. Donc je renouvelle la prise d'acte à la suite de l'intervention donc, de Benoît Delaunay. Je vous propose un vote à main levée pour prendre acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a 5 abstentions. Vous avez les deux. Oui. 5 abstentions. Qui est pour? Voilà. Donc la délibération est prise à la majorité des membres présents ou représentés. Je vous remercie. Pardon. Oui, je voulais expliquer notre vote. Donc on s'est questionné et on a décidé de s'abstenir, qu'il y ait une position entre les deux, parce que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat, mais pour nous le débat il est tronqué. On aimerait que en fait les conseillers, on aimerait que des personnes qui ont des choses à dire et qui en plus peut-être sont intervenus auprès d'associations, ont leur place dans les associations ou ont des compétences ou des connaissances spéciales, puissent aussi intervenir et qu'il y ait un vrai débat en fait qui soit nourri au sein du Conseil. Alors peut-être qu'il a eu lieu déjà dans la majorité par ailleurs,
Mais en fait, là, on se retrouve, nous, à poser des questions, à la minorité qui pose des questions, et les adjoints et le maire qui répondent. Et c'est pas ce qu'on appelle, en fait, un débat de notre côté. Voilà. Merci. Donc je continue. Pour l'actualité Commission Finances. Donc après ce débat, donc on prépare le budget. Donc la prochaine commission finances avec la présentation du budget aura lieu le 17 mars. Tu peux embrayer dans les affaires sociales, Benoît. Sur les affaires sociales, donc le prochain CCAS aura lieu le 17 février. Et sachez qu'on a des fortes demandes actuellement, des demandes de logement. Merci Benoît pour tout ça. Donc je vais passer la parole à Michael David qui veut nous parler de l'éducation en jeunesse. Oui, bonsoir à tous. Merci Benoît. Du coup, côté enfance jeunesse, l'événement, enfin pas l'événement, le point important auquel je souhaite vous donner des informations, c'est, vous l'avez tous su, le départ de Delphine Oregia, qui est partie pour la mairie de Treillières, et donc nous avons recruté fin décembre Madame Laetitia Cassio, qui nous arrivera de la commune de Mésanger, donc pour reprendre la responsabilité du service éducation enfance jeunesse. Elle devrait arriver fin mars, si tout se passe bien. De toute façon, elle ne va pas pouvoir arriver plus tard, en principe. Voilà. Concernant le scolaire, il n'y a pas de surprise. Tout le monde suit les informations, donc je n'ai pas besoin de vous dire que la situation est un peu tendue dans les établissements scolaires. Les vacances arrivent dans 3 jours et vont arriver à point nommé, je crois, pour que tout le monde souffle un peu. Je tenais particulièrement à remercier les ADSEM et le personnel de Pause Méridienne, ainsi que le personnel de nos équipes des services de nettoyage, parce qu'il y a un travail énorme et ils tiennent bien la baraque en ce moment. Et ouais, vraiment, je leur tire mon chapeau parce que c'est loin d'être simple. Ils arrivent à maintenir tous les accueils de classe. On a mis 2 fois en place le service minimum en 15 jours, suite aux grèves des deux jeudis précédents, là. Donc ouais, je les remercie beaucoup. Ça permet de continuer à pouvoir accueillir nos enfants dans les meilleures conditions possibles, je précise bien. Je vous avais également évoqué le fait d'avoir des financements possibles de la part de l'Éducation nationale pour du matériel informatique, et ça a été fait, notre demande a été acceptée, et donc on vient de livrer pour un peu plus de 30 000 euros d'équipement informatique dans les écoles de notre commune, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On aura du mal à parler de fracture numérique au sein des écoles, au moins ça n'existera pas chez nous. Et puis vous avisez également que la 2e séance du Conseil des jeunes célariens aura lieu demain soir, et que les jeunes ont voté à la majorité le fait que les séances soient publiques. Donc si certains veulent venir voir comment se passe une séance du Conseil des jeunes célariens, c'est demain soir à 18h30 dans la salle du Conseil, en mairie. Et puis juste une petite info également, dont vous parlez Didier tout à l'heure, suite aux travaux qui vont avoir lieu sur le local ado. Donc pendant les vacances scolaires, le local ado sera transplanté sur les autres local ados, les autres locaux pour ados du secteur, et donc il y aura des navettes en minibus qui seront prévues, donc les adolescents pourront tout de même participer aux activités jeunesse. C'est tout pour moi. Merci Michael. Donc je vais donner la parole à Sophie qui va nous parler de la convention pour le concert. Alors c'est une convention que vous voyez passer tous les ans, puisqu'avec l'association culturelle Saint-Martin, on a une convention annuelle qui prévoit que nous prenions en charge un concert qui se passe à l'église. Donc je ne sais pas, Christophe, logiquement tu avais une belle affiche à nous présenter. Ah non ? Ah non, bon alors non.
D'accord, ah bah désolé. Je croyais que tu l'avais. Alors je crois que vous l'avez eu de toute façon. Enfin, vous l'avez déjà vu. Et donc, il s'agit du concert Le Chœur des Femmes de l'ensemble vocal Carasposa. Donc, c'est prévu le 27 février à l'église à 18h. C'est un report de l'année 2020. Donc, les droits de session s'élèvent à 2 000 €, les frais de transport des artistes à 253,20 €. Le reste étant pris en charge par l'association. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Donc je vous propose un vote à main levée pour approuver le projet de convention de partenariat avec l'association culturelle Saint-Martin du Cellier en vue du concert Le Chœur des Femmes de l'ensemble vocal Carasposa, prévu le 27 février 2022 dans le cadre du concert de dimanche, autorisé à signer la convention correspondante annexée à la présente délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voilà, merci pour ce vote à l'unanimité. Ensuite, l'actualité, Sophie. Pardon. Pour rester sur la culture, donc après le concert du Chœur des Femmes, je vais vous parler donc du début des répétitions pour Fabulesque et pour les Guillerets. Donc c'est plutôt bien avancé et on va avoir un concert, un spectacle de théâtre du 18 au 26 février pour les Guillerets et pour Fabulesque du 12 au 19 mars. Donc ça y est, la saison culturelle rentre vraiment fort là. Donc je vous invite vraiment à aller encourager tous ces artistes. Au niveau associatif, donc les demandes de subventions, on a vu qu'elles arrivaient un petit peu lentement par rapport à certaines années. Donc on a proposé aux associations de pouvoir nous envoyer leurs subventions jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire jusqu'à hier soir. Et donc je vous confirme qu'il y en a qui sont arrivées hier soir. Donc elles vont être étudiées en commission pour le prochain conseil municipal. Et la prochaine réunion avec les associations se tiendra le 6 mars, donc c'est là où ils découvrent les subventions qui sont octroyées par la municipalité. Au niveau sportif, donc toutes les associations ont repris leurs entraînements, bien entendu. Alors avec, vous le savez tous, et je pense que c'est vraiment difficile et il faut vraiment encourager tous les bénévoles des associations. Le pass vaccinal, c'est pas simple, il y a beaucoup de contrôles à faire pour tout le monde. Donc voilà, on ne peut que rappeler à l'ensemble des adhérents des associations d'être vraiment patients, vigilants aussi avec les bénévoles des associations qui font leur maximum pour rendre la chose le moins désagréable possible. Voilà, des compétitions également ont repris. Et j'ai une dernière information au niveau associatif. Samedi après-midi à 14h à la salle de Funès, il y a l'AG extraordinaire de l'association ALEC que tout le monde doit connaître, puisque c'est une association qui a une quarantaine d'années, à peu près entre 35 et 40 ans, et avec une démission du bureau. Donc j'invite l'ensemble des Célariens, qu'ils soient ou non concernés par l'ALEC, mais je pense qu'on a tous été un jour concernés par l'ALEC quand on est du cellier. Que ce soit avant ou que ce soit peut-être dans le futur aussi, et peut-être aller filer un petit coup de main à l'association qui a besoin de reconstituer un bureau pour reprendre bien ses activités et du bon dynamisme et des projets, etc. Voilà, donc je vous rappelle, c'est samedi à 14h à la salle de Funès. Voilà pour moi. Merci Sophie. Je vais donner la parole à Jean-Guy Gauduchamp. Bonsoir à tous. Trois choses ce soir. La première, Christophe, est-ce que tu veux afficher la borne? Voilà. Et la localisation et la borne. Oui, première chose, venant de la Compa, donc dans le cadre de la loi NOTRe, toutes les zones d'activité du pays d'Anceny ont été transférées en 2018 vers la Compa, donc par le biais de sa compétence développement économique. La Compa, dans une réflexion globale, donc souhaite renforcer l'identité des zones d'activité, au travers d'une signalétique uniforme sur tout le territoire, donc par la pose de totems. C'est pourquoi des travaux vont être engagés pour l'aménagement du parc d'activité de Bel Air. Un totem sera donc positionné dans le courant du premier semestre 2022. Ce totem, donc, qui fera 3 mètres de haut,
sera positionné, vous voyez là-haut, donc le rond rouge, 3 mètres, c'est au niveau de la MAM. Lorsqu'on rentre après le rond-point, donc qui est au niveau de l'allée de Clermont, quand vous rentrez vers Bel-Air, eh bien ce totem sera positionné là où vous trouvez, juste au niveau de la MAM. Et dessus, bien sûr, sera noté zone d'activité de Bel-Air. Pour vous montrer l'exemple ici, là c'est la zone d'activité de l'Aubinière. Voilà. Donc, premier semestre 2022, nous aurons cette borne pour identifier la zone de Bel-Air. Deuxième chose, les 10 trucks donc, qui venaient tous les lundis matins sur la terrasse viennent de nous annoncer qu'ils arrêtaient. Hein, donc, les 10 trucks s'en vont. À partir de lundi prochain, donc ce sera le 7 janvier, nous aurons la petite épicerie, le 7 février, nous aurons la petite épicerie ambulante. Au départ, j'avais pensé la positionner au Rolandière, mais ce n'est pas possible. Et au départ, comme elle était ambulante, le principe c'était qu'elle voyage dans les villages. Donc d'une part, elle voyagera dans les villages, hein, mais aussi elle sera le lundi matin sur la terrasse, dans la mesure où le lundi, la boulangerie est fermée, le proxy est fermé, la boucherie-charcuterie est fermée, donc ça n'impactera pas les autres magasins. Donc cette petite épicerie ambulante sera présente là. Et elle fera aussi un peu de rôtisserie et vente de produits, viande, des produits locaux. Et troisième chose, cela concerne le résultat de la lutte, des frelons asiatiques cette année. Donc 18 nids ont été détruits et 2 nids de frelons européens. Voilà, merci. Merci Jean-Guy. Je vais donner la parole. Quelle est la plage horaire de présence de l'épicerie ambulante, Je serai avec eux lundi matin, ils viendront dans la matinée. Oui, mais régulièrement, alors, ils viendront tous les matins. Je n'ai pas encore, j'attends la réponse demain pour la période précise horaire. Mais ce sera bien sûr tous les lundis matins, et ensuite ils tourneront, et ça ils le feront comme ils voudront, sur les villages, quoi. Aujourd'hui, cette épicerie ambulante est sur Mouzeil, est sur Couffé, et sur Oudon. Sur Oudon, ils sont chez eux le dimanche matin. Voilà. Bon, donc je vais donner pour la communication la Céline Ortion. Bonsoir. Comme vous avez pu le voir, malheureusement, on n'a pas pu faire les vues en présentiel cette année, encore une nouvelle fois. On a réalisé une vidéo où actuellement on a eu 300 visites. Elle est en ligne depuis le 20 janvier, je pense que tout le monde a pu la visionner. On vous invite également à venir découvrir ou redécouvrir l'exposition photo qui a eu lieu dans le cadre du concours photo pour la réalisation de la carte de vœux. L'expo donc, est à la mairie médiathèque. Elle se termine le jeudi 17 février et à 18h30 il y aura la remise des lots des 2 gagnantes et puis des participants. Et nous travaillons sur le lien numéro 85, comme tous les mois. Merci. Donc, en ce qui est des coopérations intercommunales, donc la première, celle-ci est là avec Didier Picard. Et comme je le disais tout à l'heure, on travaille en étroite coopération avec le CIDELA pour tout ce qui est nouvelle énergie et ancienne énergie d'ailleurs aussi, puisque ce sont les techniciens et c'est eux qui supportent toute notre énergie. Voilà. Merci. Donc pour l'actualité de la compa, ça a été aussi le débat d'orientation budgétaire et puis aussi, comme vous l'avez pu le voir, parce que vous avez reçu vos notes sur les déchets ont légèrement augmenté suite à un vote qui a été fait au dernier conseil communautaire. Le prochain conseil communautaire, c'est après-demain, jeudi. Voilà. Et pour le CIVOM, Mickaël. Alors, juste 2 infos. Donc, le débat d'orientation budgétaire du CIVOM aura lieu
mercredi de la semaine prochaine. Je n'ai pas le temps de faire le calcul. Et puis, on va avoir pas mal de recrutements à faire, surtout, particulièrement concernant la jeunesse, parce qu'on a une fuite de nos animateurs, donc on va avoir des recrutements. Si vous connaissez des jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'animation, n'hésitez pas à les envoyer vers moi. Il y a des postes à prendre au niveau du CIVOP. Merci, Michael. Donc, on arrive aux questions orales et points divers. Est-ce que vous voulez lire votre question, Monsieur Chapeau? La question, pas votre question, mais la question de la minorité. Oui, je viens. Alors, attendez. Tac. Donc, il s'agit bien d'une question portée par les élus de la liste, le cellier durable et solidaire. C'est pas moi en mon nom propre. On est bien d'accord. Donc cette année, la cérémonie des vœux a été annulée et vous avez décidé de les présenter en vidéo, réalisée par une agence de production du cellier, Oranger Productions, Et elle a également effectué un autre court-métrage à l'intention de Langforden. Pouvez-vous nous dire quels ont été les coûts de ces prestations? Merci. Je peux vous le dire. Blanche. Le montant de cette prestation pour les vœux s'élève à 2305 €, montage et incrustation possible. Compris. Et pour le coût de la vidéo de réponse à Langforden, il est 903 €. Pour le coût, il y a une vidéo aussi, on ne m'avait pas demandé, mais je vais vous dire, sur vidéo Octobre Rose, c'est 200 €, sur lequel d'ailleurs c'est des 400, mais ils nous ont consenti eux-mêmes à une participation à Octobre Rose de 200. Le coût de la vidéo, la première vidéo qui nous sert souvent de présentation à tous les salons, c'est la présentation de la commune, qui est une vidéo qui est reprise régulièrement, 4 710 €. Voilà pour les tarifs. Oui, Madame Postley. Oui, et moi je voulais demander justement pourquoi la commission Affaires sociales n'est-elle pas représentée dans le film des vœux? Voilà, c'est une bonne question. Après, comme c'est essentiellement la partie aide, où ça reste confidentiel, donc voilà, c'est vrai que oui, la question, c'est pas... Oui, c'est pas que l'aide, c'est plutôt le CCAS qui va s'occuper des aides. On avait déjà eu cette discussion. Moi, je trouve que c'est dommage, d'autant plus que donc il y a eu la réalisation de l'analyse des besoins sociaux, et en regardant justement les retours qu'il y a eu des célariens, on se rend compte que la plupart sont pas forcément au courant de ce qui peut se passer. Donc au moins juste d'informer, je pense que ça aurait pu être la bonne occasion d'informer sur le CCAS ou sur ce qu'on était en train de travailler et qu'on n'a pas travaillé depuis longtemps, mais sur la fracture numérique. Il y avait quand même des choses qu'on avait commencé à mettre en route, et c'est dommage que les célariens n'aient pas été au courant. Il ne s'agit pas que des aides comme ça qu'on va apporter de façon ponctuelle. Il y a aussi des projets qui peuvent être menés à plus long terme. Vous savez, les deux chantiers là en cours que vous avez cités, ils ne sont pas finalisés, donc voilà, à la rigueur, j'aurais pu présenter ces deux chantiers qui vont être finalisés sur 2022 dès qu'on aura la nouvelle arrivée de l'agent, en remplacement de Delphine. Et je crois que sur le lien, on a communiqué sur le CCAS et les aides sociales aussi possibles. Pas pour l'instant, non. Comme on le travaille en commission des affaires sociales, c'est quelque chose qui est prévu de faire un petit dépliant. Je pense prochainement, ça va être surtout sur l'optimisation des déchets et de la redevance incitative de la Comparme. Où il est prévu un petit article. Oui, et une autre question aussi, c'était pour savoir en fait, donc la vidéo, vous l'intitulez la vidéo des vœux, mais on s'étonne en fait de voir une sorte de bilan du
du mandat même précédent, puisque ça commence en fait en 2014 et on a donc est-ce que c'est vraiment une vidéo de vœux? Je trouvais que ça ressemblait un peu à un clip de mi-campagne. Voilà. Alors, je vais vous répondre, on n'est pas en mi-campagne, mais il a semblé... Bon, la cérémonie des vœux, c'est toujours une cérémonie des vœux dans laquelle on met le contenu. Il les a semblé bon du fait aussi de ces 18 mois de Covid, de remettre un petit peu ce qui avait été fait depuis l'arrivée de notre mandat. Et je crois qu'il n'y a rien qui nous empêche de le faire. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Et il faut savoir que, si vous voulez, c'était pour aussi donner de la consistance à ces vœux. Voilà, et on a donné donc tous les projets qui avaient été faits, effectivement, et les projets futurs, enfin notre ligne, pour la suite. Voilà. Sauf Et en fait, dès qu'il y a les vœux qui ont lieu en présentiel, c'est tout le temps la même présentation que l'on fait. C'est toujours, on fait une rétrospective de ce qui a été fait et des projets futurs. Donc on a un peu gardé la même chose. Et puis effectivement, avec le fait du Covid, de la Covid, pardon, il y a des projets qui n'ont pas pu se faire encore. Donc c'était aussi histoire de compléter ce qui avait été fait. D'accord, parce qu'on parle d'équipe, mais en fait, les équipes, ce ne sont plus les mêmes. Donc c'est vrai que ça paraît un peu étrange, en fait, de revenir autant en arrière pour parler d'un mandat qui n'est pas celui-là. Enfin, c'était la remarque qu'on s'est faite. Oui, enfin bon, il n'y a rien qui nous interdit de le faire, et on l'a fait. Voilà, merci. Donc, point divers, vous avez posé des questions. Donc, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 29 mars 2022 à 18h30 et que la séance du conseil municipal du 1er février est levée à 20h10 minutes. Je vous remercie d'aller voir Anne-Claire pour signer les feuilles d'émargement avant de partir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.